Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Il n'y aura eu que 74 minutes de jeu dimanche soir à l'Alliance Riviera. Des supporters de l'OGC Nice, qui recevaient l'OM en cette 3e journée de Ligue 1, ayant envahi la pelouse pour y frapper des joueurs olympiens. Une scène hallucinante. Inacceptable pour le président de l'OM, Pablo Longoria. Pas tolérable, triste et pathétique pour le maire de Marseille, Benoît Payan. Une insulte pour le football, pour le sport en général et pour les supporters, pour la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu. Mais rien qui empêche de terminer ce match, au contraire, selon le préfet des Alpes-Maritimes, qui a voulu éviter d'avoir à évacuer le stade. The show must go on. Ou pas, car Pablo Longoria a refusé que son équipe, menacée, retourne sur le terrain. Hallucinante aussi, la réaction du président de l'OGC Nice, qui a d'abord tenté de rejeter la faute sur les Marseillais. Hallucinant enfin le résultat. Pour l'heure, ce refus de jouer, même pour des questions de sécurité, s'apparenterait à un forfait. Quand le match OGC Nice-OM n'a plus rien d'un match de Ligue 1 de football, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Dimitri Payet donc pour le frapper. Oh, il a été touché par une bouteille. Il s'est pris une bouteille et il s'est jeté à terre. Dimitri Payet qui lance de rage la bouteille vers les supporters niçois. Ça dégénère. Mario Albano et Jean-Claude Leblois, vous êtes journalistes au service des sports de la Provence et vous étiez à l'Alliance Riviera pour suivre le match. Tout est parti finalement du jet d'une bouteille dans la nuque de Dimitri Payet qui a renvoyé le projectile en tribune. C'est même parti avant. Mario Albano. Pendant la première période, Steve Mandanda a reçu lui-même pas mal de bouteilles. Alors, heureusement, il n'a pas été blessé, donc il n'y a pas eu d'arrêt. Mais Dimitri Payet, quelques minutes avant l'action incriminée, il a lui-même ramassé pas mal de bouteilles puisqu'il en recevait. Donc, ce qui s'est produit, c'était juste la conséquence de ce qui se passait depuis le début. C'est des faits qui sont en plus malheureusement fréquents. Oui. On a le précédent de Montpellier aussi, où cette fois c'était Valentin Rongier qui avait reçu une bouteille dans la tête. Non, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit malheureusement trop souvent dans les stades de foot. Jean-Claude Leblois. On voit souvent ces scènes où des stadiers viennent protéger les tireurs de corner et c'est hallucinant, quoi. Ça doit être bien plus sanctionné. Il devrait y avoir beaucoup moins de tolérance sur ces sujets-là, quoi. Et ça n'est pas nouveau. J'ai quand même souvenir de Fabrice Fiorez qui était passé du PSG à l'OM à l'été 2004. Qui, lorsqu'il était retourné au Parc des Princes jouer contre le PSG, avait parfois tiré des corners ou fait des touches protégées par les boucliers des CRS. Donc, ça n'est pas nouveau. Et on pointe souvent du doigt d'ailleurs les supporters parisiens, mais les Niçois ont quand même pas une réputation très flatteuse non plus. Non, mais ça ils ont un peu tous bonne ou mauvaise réputation selon où on se place, quoi. Non, les Niçois sont connus, ouais, effectivement, pour avoir une frange dans la populaire sud, la tribune incriminée, d'avoir une frange de supporters qui sont noyautés par les identitaires, donc d'extrême droite avec des Roland assez nauséabonds. Et effectivement, c'est pas toute la tribune. Après, il faut quand même aussi avoir un peu de pondération. Mais effectivement, c'est un courant de pensée qui est dans le bas de cette tribune. Les gens avec qui Jean-Pierre River, le président niçois, discutait et qu'il fait mine aujourd'hui de pas connaître, sont effectivement des gens qui sont pas très recommandables. Oui, puis il y a une histoire des Nice-OM, ça n'est pas la première fois que ça se produit. Il y a quelques années, c'était un supporter de l'OM venu de la région de Perpignan, je crois, qui avait été interpellé parce qu'il avait jeté un fumigène et un pompier avait perdu 2 doigts en voulant ramasser ce fumigène et l'éloigner. Il y avait eu des matchs dans les années 80, je me souviens qu'il fallait absolument pas aller à Nice au stade du Ray, qui était beaucoup plus dangereux que l'Alliance Arena. Riviera, toutes les voitures immatriculées 13 avaient les pneus crevés. Il y a quelques années, c'est des gens de l'OM TV qui se sont fait frapper en sortant du parking. Ça arrive souvent, depuis très longtemps. Donc là, pendant 1 an et demi, la bêtise a infusé. Bon, mais ça y est, tout le monde revient dans les stades, elle sort. Oui, c'est ça, la rivalité qui est historique et exacerbée par les mois et les mois de privation et d'absence au stade. Et là, on les sent remonter à bloc, quitte à faire n'importe quoi. Est-ce que l'arbitre aurait dû intervenir plus tôt, calmer le jeu ? Dès la première mi-temps, il aurait dû faire arrêter la rencontre et faire diffuser un message par le speaker pour appeler justement les supporters à ne pas jeter de projectiles, tout simplement. Ça aurait eu l'avantage de peut-être dégonfler l'histoire. Ça aurait peut-être pu rien faire non plus, mais c'était à lui de prendre cette décision-là et il ne l'a pas prise. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite précisément sur la pelouse, une fois que les supporters niçois ont réussi à rejoindre les joueurs ?
Précisément, c'est justement compliqué, l'adjectif, l'adverbe difficile à... Les dirigeants niçois, justement, sont en train de travailler sur leur défense et ils ont récupéré toutes les vidéos. Et d'après eux, je dis bien d'après eux, ils constatent que ce sont les Marseillais qui ont provoqué en renvoyant les bouteilles d'abord, puis en faisant des doigts d'honneur, en insultant, mais aussi le préparateur physique qui assène un chaos monumental à un fan niçois. Tous ces événements-là, disent-ils, ont participé après à l'envahissement de terrain. Enfin bon, quand le préparateur frappe le supporter, il est sur le terrain. Ouais. Donc il y en a déjà quelques-uns, ouais. C'est quand même arrivé comme une vague. C'est quand même arrivé comme une vague. Et là, bon, c'est pour ça qu'il est difficile d'être précis et que les vidéos diverses permettront sans doute d'y voir un petit peu plus clair. Parce que dès lors que la vague déferle, on voit des masses humaines se déplacer, des bagarres ou des gens essayant de séparer. Oui, il y a Dante, le capitaine niçois, qui essaie d'empêcher Dimitri Payet de relancer la deuxième bouteille. Il y a Gerson qui se prend la tête avec Todibo, ils essaient de s'échanger quelques claques. Donc au moment où le supporter essaie de frapper Payet, il y a ceux qui essaient de séparer ou de calmer, et d'autres qui arrivent là-dedans et qui prennent ceux qui sont venus pour calmer ou séparer pour des protagonistes de la bagarre, qui s'en prennent à eux, donc qui changent de celui qui est venu calmer, il s'énerve à son tour, et c'est pour ça que ça part dans tous les sens, quoi. Et il semblerait que finalement ils participaient vraiment à la bagarre, aussi bien des joueurs que des supporters entre guillemets, que des membres des différents staffs. Ah oui, c'est ça. Oui. Oui. Là, les responsabilités sont partagées sur cet aspect-là, ouais, ça c'est clair. Oui. C'est pour ça que ça va être difficile à démêler. Ouais. Et que les sanctions seront, à mon avis, assez nombreuses. Et quand on écoute Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, juste après la rencontre en conférence de presse, on a l'impression qu'il est dans le déni total. Ah, moi, j'étais effaré. J'étais effaré parce que non seulement il rend Payet responsable, mais quand tu lui dis oui, non mais j'ai quelques jets de bouteilles. Oui, mais après il y a eu un envahissement. Non, mais c'était sous contrôle. Il y a effectivement un déni total qui correspond un peu à son attitude envers les supporters. Et Jean-Claude sait que visiblement il était dans une faille spatio-temporelle dimanche soir parce qu'il a accordé un entretien à nos confrères de Nice Matin de l'équipe, dans lequel il leur dit que quand il est venu en conférence de presse, il n'avait pas tous les éléments et que effectivement, après avoir vu les vidéos, il reconnaît aujourd'hui que les jets de bouteilles sont à l'origine des débordements et pas les réactions des joueurs marseillais. Donc il rétropédale un peu sur ses propos, mais il faut le souligner aussi, quoi. Jusqu'à présent, on avait quand même une belle image de ce président. C'est quand même quelqu'un généralement pondéré, donc c'est pas un excité comme on en connaît parfois en Ligue 1. Hein. Mais est-ce que c'était une façon peut-être de se dédouaner quelque part, de pas porter toutes les responsabilités? Je pense que c'est surtout une façon de protéger son club quoi qu'il en coûte, quoi. Quitte à passer pour un imbécile, ses supporters, c'est son club aussi. Le problème, c'est aussi l'emprise de ces groupes de supporters qui peuvent parfois amener les dirigeants qui sont pieds et poings liés avec ces gens-là à défendre l'indéfendable et accepter l'inacceptable, tout simplement. Est-ce qu'on sait si les mesures de sécurité étaient suffisantes? À l'évidence, non. Si elles avaient été suffisantes, on n'aurait pas eu autant de gens entrer aussi facilement sur un terrain. Alors, il faut savoir justement que c'est la première fois que les ultras niçois étaient situés en bas derrière le but. Habituellement, avant le Covid et les huis clos, ils sont au premier niveau au premier étage, en fait, et du coup, plus haut. Donc ils ne peuvent pas accéder, sauf à sauter de 10 mètres, mais bon, c'est un peu compliqué. Ils ne peuvent pas accéder à la pelouse. Là, comme c'est un peu la fête, que tout le monde retrouve la liberté et la vie normale, ils ont décidé de les placer derrière les buts et on a très vite vu que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Les stadiers ont laissé passer, mais sans problème. Il y a des mauvaises barrières qui ne retiennent rien. Et effectivement, c'est un gros problème. Les dirigeants niçois, là, justement, ont pris conscience visiblement aujourd'hui qu'il fallait très vite installer des filets. Et ils avancent le fait qu'ils peuvent pas faire comme ils veulent, car ils sont locataires de ce stade. Donc ils disent qu'il faut qu'ils attendent à chaque fois qu'il y ait un problème pour pouvoir régler et solutionner ces histoires-là, quoi. Sur décision du préfet des Alpes-Maritimes, les filets doivent être installés au plus vite. Quant à la tribune d'où sont partis les incidents, la Populaire Sud, il l'a fermée pour 4 rencontres, avant même que la LFP prononce des sanctions. Finalement, l'arbitre a accepté de poursuivre la rencontre, mais il n'y était pas favorable. Non seulement il n'y était pas favorable, mais il l'a précisé par écrit dans son rapport à la Ligue. Il y a eu 2 réunions. Une première avec les délégués, les présidents, l'arbitre, puis une deuxième avec les entraîneurs. Et au cours de ces 2 réunions, où il y avait aussi le préfet, l'arbitre a bien précisé aux entraîneurs et aux dirigeants que lui
ne voulait pas faire reprendre la rencontre parce que la sécurité des joueurs n'était pas assurée. Et que s'il le faisait, c'était sous la contrainte de la Ligue elle-même poussée par le préfet pour des raisons de sécurité. D'ordre public, c'est ça. D'ordre public, voilà. Puis bon, mais comme l'arbitre a obéi à la Ligue, il aurait très bien pu en rester là. Mais il l'a précisé par écrit. Ça peut être important. Cela prouve que la décision prise par Pablo Longoria n'était pas un caprice, mais que ce sentiment d'insécurité était partagé par le premier décisionnaire, c'est-à-dire l'arbitre. Oui, le problème au final, c'est la décision du préfet de faire reprendre coûte que coûte, là aussi pour éviter un soi-disant trouble à l'ordre public, en craignant des débordements avec les mouvements de foule si les gens devaient quitter le stade. Mais au final, le match a été arrêté, les gens ont quitté le stade sans problème, et il n'y a pas eu de heurts derrière, quoi. Donc c'est là aussi où le préfet aurait dû pousser lui aussi pour arrêter. Il a bien vu que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, quoi. Et à l'inverse, alors Pablo Longoria disait, et si on avait repris, et si on avait égalisé? Est-ce qu'on serait sorti du stade? Oui, on n'imagine pas si Payet avait égalisé derrière. Il aurait forcément chambré la Populaire Sud en exultant, et là, ça peut être dramatique, quoi. Ah, donc cela étant, on a retrouvé trace d'un Bastia-Lyon en 2017 où les pouvoirs publics n'étaient pas favorables à l'arrêt du match et l'arbitre avait quand même arrêté. C'est déjà la deuxième fois qu'on a vécu ça à Montpellier. Pablo Longoria, président de l'OM. On a décidé là-bas de continuer après toutes les décisions qui ont été prises. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement inacceptable. Et on a décidé de ne pas reprendre les matchs parce que la sécurité de nos joueurs, c'est pas garanti. On doit faire des précédents pour le football français. Vous l'avez évoqué, Pablo Longoria, c'est lui qui a refusé de renvoyer son équipe sur le terrain, à la fois pour des questions de sécurité, aussi pour souligner la gravité des faits, c'est ce qu'il dit. Techniquement, ce refus de jouer s'apparente à un match perdu par forfait 3-0. Ce résultat, il est enregistré ou pas encore? Ah non, pas encore. Il faut que ce soit entériné par la commission des compétitions. Et là, à partir de là, on peut tout imaginer. On peut imaginer que ça reste en l'état, que l'OM est perdu, mais aussi que Nice est match perdu parce qu'à cause des incidents, et que ce match qui finalement ne méritait aucun vaincu, mais aucun vainqueur, parce que c'était beau, c'était équilibré. On en a oublié qu'il y avait un beau match de football. Ce match risque de donner 2 vaincus. 2 équipes perdant par pénalité. Et la commission de discipline de la Ligue convoque les 2 clubs mercredi. Elle devrait se prononcer dans quel délai? Alors je pense que dès mercredi, il y a des mesures conservatoires qui vont être prises à l'encontre du stade. Ça avait été le cas à Montpellier, pour des faits quand même moins graves. C'est une tribune qui avait été suspendue, fermée à Montpellier. Donc là, à titre conservatoire. À titre conservatoire. Donc après, ils peuvent prendre la décision immédiate. Et après, il y a une instruction qui, elle, va concerner à la fois les incidents et donc le stade, donc sera-t-il à huis clos, combien de temps, que cette tribune ou tout le stade, et surtout les incidents entre joueurs, membres du staff, supporters, qui a frappé qui était impliqué, et donc ça pour ça il y aura pas de sanction immédiate à mon avis. Ils vont mettre l'affaire en instruction et ensuite ils convoqueront tous les protagonistes impliqués et passible d'une sanction. Puis, il peut aussi y avoir des sanctions autres que disciplinaires, puisque la justice peut aussi se saisir de certains cas. Moi, je pense au préparateur physique de l'OM, Pablo Fernandez, qui agresse un fan niçois, en fait, qui le laisse KO, qui, d'après Jean-Pierre River, est toujours aux urgences aujourd'hui. Si cette personne a une incapacité temporaire de travail et qu'elle porte plainte, il ira au pénal et sous le coup d'une condamnation. En plus, là, la vidéo, elle est très nette. Oui. Il y a plein de choses qu'on voit pas bien, mais sans le voit bien. Ouais, sans le voit bien. Il y en a d'autres qu'on voit pas bien, mais dont les Niçois se targuent d'avoir les images, notamment 2 coups de poing assénés par un membre de la sécurité de l'OM sur Justin Kluivert à l'entrée du tunnel, quand il y a un moulon spectaculaire là devant les 2 bandes de touche. Donc là aussi, on verra l'importance de la vidéo. C'est pas la VAR, mais ce sera aussi très très utile pour la commission de discipline pour définir les responsabilités, quoi. En revanche, on a beaucoup parlé de Jorge Sampaoli, même dans son pays visiblement. Jean-Claude a fait un papier là-dessus. Il est stipendié par la presse argentine, mais on l'a beaucoup vu s'agiter, mais on l'a jamais vu frapper quelqu'un. Ils l'ont bien retenu, il faut dire. Ouais. A priori, vraisemblablement, la brouille part avec Nicolas Dehon, l'entraîneur des gardiens de l'OGC Nice, qui est le confident de Steve Mandanda et l'ancien entraîneur des gardiens de l'OM aussi.
Et c'est avec lui qui se prend la tête et il s'invective, il est retenu par 4 ou 5 personnes, Sampaoli. Et il s'énerve, mais sans faire plus, quoi. C'était spectaculaire, mais lui a pas mis de coup. Comme il l'a fait contre Villarreal avec Unai Emery, comme il a l'air de souvent le faire, en fait. On peut rien lui reprocher, on peut juste lui dire peut-être de se calmer ou de boire un peu de tisane, éventuellement, celle que le bon Jacques-Henri Hérault conseillait aux supporters. Mais pour apaiser un peu aussi ses troupes, parce qu'on sent que tout le monde est remonté comme un coucou, et c'est souvent l'entraîneur qui diffuse ça, quoi. Villas-Boas pouvait le diffuser aussi, et lui, on a l'impression que c'est plus qu'il ne le diffuse, il les conditionne à être remontés à bloc et à rester dans l'agressivité, quoi, permanente. Après, c'est vrai que on peut condamner tous les comportements, mais on n'est pas à leur place avec cette masse de supporters qui arrivent sur le terrain, dont on se demande même où ça va s'arrêter et où ils peuvent presque se considérer en danger de mort, parce que celui qui vient donner un coup de pied à Payet, s'il a un couteau, c'était quand même assez effrayant quand on les voit déferler. Les joueurs sont restés quand même assez longtemps sur le terrain avant que l'arbitre demande de regagner les vestiaires. Oui. Ce qui est assez fou, c'est que les joueurs marseillais ont même affronté, en fait, il y a une image saisissante d'Alvaro qui est face à une quinzaine de membres de la COP niçois. Enfin, c'est hallucinant de voir ça. Parce qu'effectivement, ça aurait pu très mal finir en très peu de temps. Oui, parce que là, on a des blessés. Enfin, des deux côtés, d'ailleurs. Oui, alors là aussi, pas des blessés graves non plus. Parce que, c'est des marques, des coups. Les dirigeants niçois ont des vidéos et ils estiment pouvoir prouver que certains joueurs marseillais qui ont prétendu avoir reçu des coups se les ont fait eux-mêmes dans le vestiaire. Sur France Info, lundi matin, le maire de Marseille, Benoît Payan, a évidemment soutenu l'OM et condamné ces débordements. La décision prise par le club, par les joueurs et par le président de l'OM est la bonne décision. C'était pas acceptable. Ce qui s'est passé hier soir, ça donne une image évidemment déplorable du football, une image déplorable de Nice d'ailleurs aussi, et de la manière dont les Niçois ont sécurisé ce stade. Et puis la décision de la Ligue de reprendre le match dans ces conditions n'est pas une décision conforme à l'esprit du sport. Je vais téléphoner à la ministre des Sports aujourd'hui pour lui dire ma manière de penser, pour lui dire que ce qui s'est passé hier soir n'est pas tolérable. Ce qui s'est passé a donné une image triste et pathétique. Une vision partagée par la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, sur BFM TV. C'est intolérable parce que la première des conditions pour qu'un match se déroule, c'est évidemment d'assurer la sécurité des gens qui sont sur un terrain, des joueurs, des arbitres, des entraîneurs. Et ça n'a pas été fait, clairement, hier à Nice. Et j'espère que l'enquête qui s'en suivra, qu'elle soit disciplinaire ou pénale, permettra de désigner les coupables de ce qui s'est passé hier et de pouvoir les sanctionner comme il le faut. Depuis, les déclarations s'enchaînent. On a entendu le maire de Marseille, Benoît Payan, celui de Nice, Christian Estrosi, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Chacun est dans son rôle ? Chacun dans son rôle, oui. Tout dépend du rôle qu'on veut assigner aux politiques. Mais non, Roxana Maracineanu, en tout cas, elle est dans son rôle. Elle prend clairement parti. Elle défend les sportifs. Elle défend les sportifs. C'est une ancienne sportive de haut niveau, elle défend les sportifs. Elle défend la réaction des joueurs qui ont été agressés, parce que c'est ça, en fait. Payet a subi une agression. Après, qu'on lui reproche d'avoir répondu tout ça, peu importe, mais sa réaction est humaine, tout simplement. Et c'est ce qu'elle défend, elle. Il en a pris des bouteilles, hein. Mais celle-là, elle est violente quand même, hein. Ce qu'on n'entend pas aussi, et ça c'est notre collègue et photographe Antoine Tomaselli qui nous l'a raconté, parce que lui il était vraiment à l'endroit où est partie l'histoire, c'est que juste avant ce corner et juste avant ces nouveaux jets de bouteilles, il y avait des chants à répétition, des insultes à répétition contre Payet et sa mère, visiblement, et on comprend que il puisse dégoupiller, quoi, tout simplement. Roxana Maracineanu se dit prête à rouvrir le dossier des interdictions de stade. Jean-Claude Leblois, vous en parliez tout à l'heure, c'est quand même une frange de supporters noyautés par des identitaires. On en revient aussi à un autre désastre du foot, c'est ces difficultés à... Ouais, mais après, il faut remettre aussi en perspective, on parle de 200 personnes sur... une tribune de 8000 personnes, donc c'est quand même une infime minorité là aussi. Après, il faut voir, il y a un gros problème sur les interdictions de stade avec les interdictions administratives et judiciaires, et le problème des interdictions de stade administratives, c'est qu'elles sont souvent arbitraires, ce n'est pas un juge qui les prononce, et donc il faudrait que ce soit des interdictions de stade judiciaires, avec que les cas soient vraiment jugés, et qu'on ne décide pas comme ça, ah ben toi tu prends 1 an, toi tu prends 2 ans, et
Non, il faut quand même bien faire les choses, quoi. Alors la LFP, dans un communiqué, dit qu'elle sera vigilante justement aux réponses judiciaires qui seront apportées à l'encontre des fauteurs de troubles à l'origine de ces incidents. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes et un homme suspecté de s'en être pris à Dimitri Payet a été placé en garde à vue. Ouais. Et quelles peuvent être les suites judiciaires, justement? Les suites judiciaires, il y a des coups et blessures, hein. Donc, oui, c'est principalement ça. Oui. Ouais, il y a des coups et blessures. Après, il y a aussi l'intrusion dans une enceinte sportive. Enfin, il y a plein de choses, mais ça reste moins grave que les coups et blessures. C'est la fin de ce bande passante. Merci à Mario Albano et Jean-Claude Leblois pour leur éclairage. Quant à vous, merci de l'avoir écouté. Pour ne pas rater les prochains épisodes ou retrouver les précédents, rendez-vous sur les différentes plateformes.